Bonjour à tous. Merci effectivement de me donner l'occasion en tant que porte-parole du groupe, dont les membres sont affichés là, de vous présenter une mise à jour de où on en est cette cohorte. Effectivement, on en avait parlé rapidement l'année dernière, lors des réunions des centres de référence également. Bon, je ne vais pas vous présenter le syndrome néphrotique idiopathique, hein. Là, c'est plutôt la présentation rapide du réseau de la néphrologie pédiatrique, de la Société de néphrologie pédiatrique. C'était un petit peu le matelas de base sur lequel s'est développé le projet, avec trois idées maîtresses derrière. C'est quand même la maladie phare dans les maladies rénales rares de l'enfant. Donc on voulait continuer à développer la recherche clinique sur les épaules de nos prédécesseurs, structurer et faciliter la recherche clinique autour du syndrome néphrotique idiopathique, parce qu'à chaque fois, on avait l'impression de repartir à zéro. Et puis, une autre idée phare, impliquer les patients et leurs parents dans la dynamique de recherche. C'est là où PINS-SNP est né, en fait, avec comme base, effectivement, comme vous le disait Vincent, l'alimentation d'une base de données centralisée en prospectif euh, concernant les enfants qui sont suivis dans les centres de la Société de néphrologie pédiatrique, avec une aide logistique financée depuis plusieurs années maintenant par ORCID, avec un conseil scientifique qui répond au doux nom de SNIF et qui regroupe et les centres de référence et la filière et la Société de néphrologie pédiatrique, tous les centres de référence étant bien sûr représentés. On est en lien aussi direct avec l'association de patients qui vous était aujourd'hui représentée par Martine Taillez, notamment dans une réflexion en cours sur l'interface de saisie pour les patients à visée de recherche. On a présenté, on a parlé de ça dans Bamara pour les premiers PREMS, mais c'est là où les deux pourraient fusionner, y compris avec des objectifs de recherche. Et puis, l'idée derrière, c'est d'y inclure dans cette base prospective des études cliniques sur le modèle qui se fait par exemple en oncologie pédiatrique notamment, où tous les patients qui ont une leucémie aiguë ont été depuis de nombreuses années inclus dans un protocole. Sur chaque année, il y avait une nouvelle question de recherche clinique qui se posait petit à petit pour avancer sur la prise en charge de ces patients, avec un traitement de base qui était toujours le même et puis des avancées au fur et à mesure. Le principe, c'est le principe d'un suivi de cohorte. On a les données au diagnostic avec des questionnaires qui sont adressés aux familles aussi ou aux ados, aux enfants quand ils sont suffisamment grands. Les questionnaires étant des questionnaires de qualité de vie, questionnaires d'adhésion au traitement, donc qu'on pourrait rapprocher des PROMS et des PREMS. Et puis les données en fin de traitement initial, et puis des données de suivi annuel qui s'accumulent pour petit à petit avoir, avec des éléments plutôt macro, des données de suivi des patients, plutôt de recensement des patients, qui nous permettent d'avoir un petit peu une typologie des patients suivis pour avoir des informations sur leur durée d'évolution, sur leur nombre de rechutes, sur leur traitement. Et on a par contre au fil de l'eau les rechutes, qui est dans toutes ces maladies-là, enfin dans toutes les essais autour de cette maladie-là, sera l'objectif principal. C'est est-ce qu'on bloque les rechutes ou pas. La structuration, elle s'est faite, donc, comme je vous le disais, grâce à Orchid, avec une organisation un peu pyramidale, dans le sens où il y a des centres un peu, enfin dans chacun des CHU, il y a un centre au moins de compétences de maladies rénales rares de l'enfant qui ont été regroupés en régions comme je vous les montre là. Dans chacune région, on a pu financer un technicien de recherche clinique qui récupère l'ensemble des informations du suivi des patients suivis dans ces régions et alimente la base grâce aux données de la consultation. On est par rapport au schéma qui vous a été présenté ce matin dans Bamara, c'était la petite icône du registre tout seul dans son coin. Dans la diapo de convergence, on est un peu dans le coin, mais on a raté radicaux, mais j'ai compris que c'était pas forcément trop mal qu'on ait raté radicaux. Je ne sais pas si on va aller dans la convergence ou pas. On verra. Ça marche plutôt bien. Alors, ceux qui participent à cette étude, soyez pas trop inquiets de où sont les patients. C'est le système informatique qui agrège les patients au fur et à mesure, mais pas forcément dans les villes où ils sont. Donc, il y a des grosses villes où il n'y a pas d'inclusion, mais quand on zoome dessus, il y a bien sûr des inclusions. Donc, ça inclut partout sur le
territoire français, même hors métropole, à La Réunion notamment, et avec une très bonne dynamique. On a eu un petit effet Covid au départ, et on s'est vite rattrapé, et les patients sont les patients qui ont commencé leur maladie au 1er janvier 2020, et donc on a un rythme d'inclusion qui, grosso modo, à peu près stable là-dessus. Donc, par définition, comme le critère d'inclusion, c'était le patient devait avoir commencé sa maladie après le 1er janvier 2020, eh bien, on a une cohorte assez jeune, comme je vais vous le présenter là. Les deux objectifs sont d'avoir, bon, de base, hein, ça c'est un peu inclus dans le projet, un descriptif, un recensement des données. Alors, voilà, par exemple, les âges au diagnostic. On a aujourd'hui 511 patients qui sont inclus dans la cohorte, et on voit que il y a un pic vers 2, 3, 4 ans, et puis répartition après des âges que vous voyez en années qui est devant vos yeux là. Si on regarde le recul depuis le diagnostic, c'est à peu près réparti. On a probablement une inertie au remplissage des données sur la dernière année. C'est pour ça que ceux qui ont moins d'un an de recul sont moins nombreux, mais on a à peu près 150 patients par an, avec un recul maximum pour l'instant de 4 ans. C'est encore une cohorte très jeune, mais c'est bien sûr mathématiquement attendu. On peut voir déjà, alors pour l'instant c'est des éléments grossiers, hein, mais parce qu'on a des nouvelles une fois par an, donc si on regarde aux dernières nouvelles du patient, ceux qui avaient encore un traitement, alors on a des données pour 339 d'entre eux. Il y a des patients qui sont très jeunes pour lesquels on n'a pas encore un an de suivi. Il y a des données qui nous manquent un peu, mais pour les données pour lesquelles on a au moins un suivi à un an, voire plus, donc 339 patients, il y en a 300, ça fait 88% qui ont encore des traitements immunosuppresseurs sur la dernière année. 88%, il y a probablement un biais, hein, puisque c'est des centres un petit peu de référence à qui sont adressés, par exemple, les syndromes néphrotiques qui rechutent et qui, eux, ont été traités dans les centres hospitaliers généraux, par exemple, pour les premières rechutes. Donc, ce n'est pas une étude en population, c'est pas Néphrovir, par exemple, hein, c'est normal qu'on n'ait pas les mêmes chiffres. Et puis, les traitements reçus dans la dernière année, on a les corticoïdes et le mycophénolate qui se partagent la première place du podium, soit en association, soit le mycophénolate seul. Les anticalcineurines après, 17 patients qui ont reçu du rituximab, mais encore une fois, avec juste un recul maximum de 4 ans. Et l'âge que vous avez vu, c'était assez attendu qu'on n'ait pas trop encore d'anti-CD20 en pédiatrie à cet âge-là, avec ce recul-là. On est encore un peu conservateur, enfin on est encore prudent là-dessus. Ça, je pense que je vous l'avais déjà montré, mais ça permet aussi de montrer, ça c'est des données qu'on tarde un tout petit peu à publier, mais on va y arriver. Des confirmations dans la vraie vie des données prospectives. Il y avait eu toute une discussion il y a quelques années sur la durée en pédiatrie, hein, encore une fois, la durée optimale de traitement de la première poussée. Traitement court ou traitement long, je le fais court. Une étude publiée en 2019, Prednos, montrait que c'est un essai prospectif randomisé, montrait que c'était équivalent finalement à terme, avec une rechute dans 75% des cas dans les deux bras. Là, c'est la survie sans rechute, hein, c'est la courbe complémentaire, et on voit qu'on a la même chose aussi avec finalement à distance, en rétrospectif, dans PIS-SNP qui n'était que des patients avec un traitement court, et Néphrovir que des patients avec un traitement long, on arrive à avoir la même courbe. Donc c'est des données, on se rapproche plus avec ce schéma-là de données, d'essais pragmatiques de données dans la vraie vie. Et puis l'objectif, il est vraiment là, hein. Tout le monde, enfin nous, on attend vraiment ça. C'est faciliter les essais prospectifs. Ça, c'est ce que je viens de vous montrer. C'est la cohorte observationnelle pour laquelle on a finalement les patients qui sont suivis au fil de l'eau avec une mesure régulière. Finalement, à chaque fois qu'il y a une rechute, on est au courant. Et puis, on va pouvoir, dans cette cohorte-là, aller sélectionner, repérer des patients éligibles sur à une étude et les randomiser, en n'en prendre que la moitié. La moitié, on va leur proposer le traitement expérimental. L'autre moitié, eh bien, on les gardera dans la cohorte avec leur traitement habituel. Donc, on ne sera pas sur un bras contrôlé parfaitement dans le groupe contrôle, on sera sur un bras de la
vraie vie encore une fois. Et on peut imaginer, une fois qu'on en a fait un, ou en parallèle, en faire plusieurs comme après. En pratique, comment ça va se passer? Par rapport aux critères d'inclusion, on identifie les patients éligibles, on randomise, groupe expérimental ou groupe contrôle. Groupe contrôle, ils sont informés de l'étude, traitement standard ou des soins courants et du suivi. Et dans le groupe contrôle, on les informe de l'intervention. On demande l'accord. S'ils refusent, ils passent dans l'autre groupe. Et j'ai dépassé mon temps de parole, peut-être. Très mal. De façon subtile, on m'explique. S'ils donnent leur accord, ou les parents, eh bien, on va sur le suivi du groupe expérimental et on peut comparer les deux après. Et l'idée, c'est de faire en parallèle, au fil de l'eau, voire même dans le même temps, si les patients ne sont pas les mêmes, c'est finalement une cohorte dans laquelle on peut nicher de nombreux essais les uns après les autres ou les uns en même temps que les autres si les patients ne sont pas les mêmes. On a déjà commencé à préparer ça en demandant aux patients s'ils sont d'accord. Aujourd'hui, on est à plus de 320, aux parents là en l'occurrence, on est à plus de 320 parents et patients dans l'étude qui sont d'accord pour être contactés pour une étude prospective. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'ils accepteront une prochaine étude, mais au moins on a déjà travaillé et ils sont un peu informés qu'il y a peut-être un jour un essai prospectif. Ça facilitera la discussion après. Alors, ça fait plusieurs années qu'on discute de ça avec Denis, avec Vincent, et c'est pour ça qu'ils nous soutiennent aussi, mais tout avec un contrat clair dès le départ qui était, à un moment, c'est bien la pédiatrie, mais il va falloir un petit peu aller vers l'adolescence et puis vous autonomiser, notamment financièrement. Et le modèle économique qu'on leur a proposé depuis le début, c'est qu'une fois qu'on a suffisamment de patients, on peut lancer des essais. Lancer des essais, ça veut dire répondre à des appels d'offres, avoir des financements, y compris pour financer le recensement des patients et l'alimentation de la base. Et du coup, on a déposé cet appel d'offres, l'appel d'offres Messidor 2023. La réponse est attendue en janvier, donc d'ici quelques semaines. On espère que le Père Noël va nous apporter des bonnes nouvelles. Donc là, aujourd'hui, on est sur une récupération classique des données, comme je vous ai montré. On a un problème de qualité des données, c'est exactement la même discussion qu'on a eue sur Bamara ce matin. On a en tout cas une certaine qualité des données. On a proposé dans ce projet-là, justement dans cette réflexion d'une interface directe pour le patient, que les données, notamment sur les rechutes, notamment sur les traitements en cours, les données finalement clés qui nous intéressent, soient récupérées via une interface patient-parent en fonction de son âge. Et bien sûr, ça va aller vers une qualité des données aussi, qui sera celle en lien avec probablement ce qu'ils auront compris de la maladie, et bien sûr des implications pour les familles, qu'est-ce que ça veut dire d'être acteur dans la maladie, etc. Donc il y a tout un aspect sociologique à cette étude qu'on a aussi inclus dans l'étude, et du coup l'objectif c'est de contrôler. On peut même imaginer avec la présentation de ce matin d'avoir un troisième bras qui soit l'intelligence artificielle qui va chercher dans les comptes rendus qu'on récupère, et on voit il y a l'objectif derrière d'être un peu plus efficace aussi en termes économiques pour finalement concentrer notre énergie et nos moyens sur les questions. Ça, c'est juste une première étape. Et l'étape d'après, finalement, c'est dans quelques jours, puisqu'on a une réunion avec le SNIF pour une sorte de brainstorming pour, à partir de la description de la cohorte que je vous ai fait, proposer un projet au PHRC de fin d'année 2024 pour maintenant rentrer dans le vif du sujet et proposer d'autres projets dans le cadre de cette cohorte avec un nombre de patients qui commence à être significatif maintenant. Merci à tous et à disposition pour les questions. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais, Bertrand. Merci Vincent. Je n'ai pas bien compris pour qualité des données. Est-ce que vous avez un monitoring indépendant des données qui sont saisies? Et sont-elles saisies directement dans chaque centre par les investigateurs? Ou est-ce qu'il y a un TEC ou ARC
dédiés à la cohorte qui voyagent en France? Alors, non, on n'a pas de monitoring. On est en train de travailler notamment avec Nicolas Garcelon a été cité ce matin lors de la présentation sur Bamara. On est en train de travailler avec lui sur des algorithmes de monitoring un peu automatique, de cohérence des données, etc. Mais ce n'est pas un monitoring de niveau essai clinique. Et la répartition, elle est, l'alimentation de la base, je remonte, pardon, elle se fait, sur chacune de ces grandes zones, il y a un personnel un technicien de recherche clinique qui reçoit tous les comptes rendus, hospitalisation ou consultation des enfants inclus dans la cohorte. Donc il ne voyage pas, c'est les comptes rendus qui voyagent jusqu'à lui et il les rentre dans la base. Il y en a un à Nantes, un à Nancy, un à Lyon, un à Limoges, un à Paris et un à La Réunion. Du temps de tech. Et c'est pas un opérateur plein, hein, c'est du temps de tech, on est à 0,25 par région. J'ai une petite question pour ce qui est des études prospectives PHRC. Vous avez déjà des idées de protocoles? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, pour ce qui est aussi de partenariat avec les industriels, c'est vrai que voilà, il y a plusieurs protocoles en cours chez les patients avec un syndrome néphrotique. Est-ce que vous, éventuellement, le fait d'avoir quand même cette cohorte qui est relativement impressionnante, est-ce que ça pourrait pas aussi faciliter des inclusions, à la fois bien entendu dans le cadre d'appels de financement institutionnel, mais peut-être aussi possiblement industriel, où c'est exclu, où vous restez sur des PHRC, des études institutionnelles? Je pense Enfin, alors là, je suis vraiment porte-parole du groupe là. Hein. On n'a rien de défini pour l'instant parce que, en gros, les idées qui pointaient dès le départ un peu spontanément, c'était on allait sur les biothérapies, etc. Mais la cohorte est trop jeune par rapport à ça. On s'est dit qu'on était un petit peu trop en avance par rapport à ça. Il y a un premier point. Deuxième point, c'est qu'il y a un principe de réalité qui est que ça va être un modèle sur le plan, on va dire, organisation de la recherche clinique, un peu nouveau pour les DRI et qui va les secouer un petit peu. Donc, de faire d'emblée de l'essai thérapeutique avec un groupe contrôle qui n'est pas comme d'habitude et tout ça, on a un peu peur que ça leur fasse peur. Donc, probablement, on ira sur du monitoring. Enfin, les idées qui nous semblent peut-être plus accessibles. Je ne sais pas si c'est ça qui soit choisi, mais c'est le monitoring ou la pharmacogénétique ou des choses comme ça. Ça, c'est dans les idées, hein, encore une fois. Et puis, de toute façon, on a très envie d'aller sur des idées thérapeutiques, mais on va être amené à faire avec les éléments qu'on a. C'est-à-dire qu'on est forcément sur des phases précoces. Et une des discussions, c'était de travailler sur la première poussée et de proposer un traitement standard versus un traitement standard amélioré, on va dire, sur la première poussée. Ça reste encore à définir. On a une réunion le 19 à ce sujet-là. Et pour les industriels, on n'est pas trop. Enfin, je sais pas. Ça, je me tourne vers Claire et les autres, mais on n'est pas trop sollicité par les industriels parce que la cohorte est impressionnante, enfin, est importante en termes de maladies rares, mais pour les industriels, ça reste pas beaucoup quand même. Pour qu'il y a des essais déjà, il y a l'essai Roche en cours, par exemple, sur les rechutes. J'imagine que là, voilà, il y a de quoi. Ça permet d'identifier des patients qui sont peut-être pas dans les centres inclueurs, donc peut-être faciliter pour mettre en valeur effectivement l'affichage de la néphrologie pédiatrique française. Il faut maintenant qu'on communique auprès des industriels, je suis d'accord. En tout cas, c'est très intéressant. Je trouve que les néphrologues adultes devraient s'inspirer de ce que vous avez fait. Nous, en plus, on est un petit peu facilité parce que c'est vrai qu'on a la biopsie rénale, donc pour tous les patients dont la première poussée survient après l'âge adulte. Donc moi, j'aimerais vraiment mettre ça en place. Et puis après, si vous êtes d'accord, dans le cadre des bonnes relations entre la néphrologie adulte et pédiatrique, moi, je serais très intéressé quand vos enfants passeront à l'âge adulte, que cette cohorte puisse se poursuivre. Mais effectivement, voilà, dès que les patients vont découvrir le monde adulte, qu'on puisse s'inspirer et puis pour suivre cette cohorte de patients une fois qu'ils auront passé l'âge de 18, 19, en fonction de l'âge où vous les adressez, ce qui permettrait effectivement d'avoir une cohorte assez exhaustive, à la fois nous sur les biopsies rénales, les patients, parce que nos deux voies d'entrée, c'est le patient, la première rechute à l'âge adulte, et puis tous les patients qui arrivent de pédiatrie pour lesquels la maladie n'est pas contrôlée. Et je pense que c'est à peu près 50 et 50% des cas de syndrome néphrotique de l'adulte. Donc effectivement, pour la collaboration pour la suite, je pense que les néphrologues adultes seraient très très intéressés de pouvoir profiter de ce que vous avez mis en place, entre guillemets, et puis de poursuivre le travail que vous avez effectué. Et ça arrive bientôt, même si ce n'est pas le gros de la cohorte, hein, il y en a déjà qui se rapprochent dangereusement des 18 ans. C'est pas dangereux d'arriver à 18 ans.
Ça fait toujours Ça peur. dépend, il faut avoir On posé sait la pas ce qui se question. passe Il y en après. a, On sait pas très bien ce qui se passe. il y en a, ils sont après. contents d'arriver à 18 ans.